Hey, there's Filato in building, bro. I'm not Filato. It's not Filato. That's not Filato? This is. That's Filato. Damn, bro. Okay. Eh bien, salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du No Commander Challenge. Et on se retrouve avec notre El Famoso Viktor Reznov qui va jouer Wehrmacht face à un adversaire trouvé en random qui va lui jouer soviétique et qui part T0, on peut le voir parce qu'il va créer deux sections de recrues. Côté Viktor Reznov, on va avoir un démarrage un petit peu plus classique parce qu'on va avoir tout simplement la réalisation d'un grenadier plus la réalisation d'une MG42, ce qui est vraiment très très courant chez les Wehrmacht. Alors, il réalise le défi au Commander Challenge, mais vu que c'est un adversaire trouvé en random, son adversaire lui a décidé de prendre un commandant, et le commandant c'est tactique de coordination motorisée de la garde. Alors cette tactique est très intéressante parce que déjà elle va vous permettre de sortir du bâtiment des chars T-34-85 qui ont une meilleure capacité anti-char et qui ont un meilleur blindage. Elle donne aussi accès aux troupes de la garde et aux sections de mortier de 120, ainsi que l'entraînement et la réparation des véhicules qui vous permet de réparer contre 32 munitions, si je ne dis pas de bêtises, n'importe quel véhicule. Et elle a aussi le marquage des véhicules qui permet de transformer tout véhicule en bloc de polystyrène. Alors on va s'intéresser un petit peu aussi à cette carte. Et on peut voir que cette carte est très intéressante pour pas mal de points de cut. Alors en fait vous allez avoir... Chaque équipe va avoir entre guillemets un grand point de cut qui va être celui-ci. Et celui-ci qui va couper l'arrivée des munitions et de l'essence entre la base et le territoire. Et du coup vous allez plus avoir les ressources. Et on peut additionner aussi un deuxième point de cut qui est peut-être lui un peu plus contestable. Qui se situe ici et qui va stopper en fait l'approvisionnement en munitions des différentes équipes. Alors, on voit que le Russe joue la carte de l'agressivité avec son T0 et on peut le voir notamment parce que il a 4 sections, que l'AMG se fait dépasser par une section de génie, qu'on a les doubles recrues ici pendant qu'une autre section de génie s'occupe d'aller capturer les munitions de ce côté-là. Donc on est sur classiquement un démarrage T0, donc il va avoir une très très grande agressivité face à un joueur Wehrmacht. Joueur Wehrmacht qui aura un petit peu de temps pour avoir un équivalent d'infanterie par rapport à un OKW. Surtout que vous voyez une MG, on a tendance à faire une MG parce que c'est vrai que c'est très intéressant en début de game, mais derrière vous avez l'inconvénient d'avoir une perte de mobilité assez conséquente. Donc, ce qui fait qu'en début de partie on peut voir que le T0 a fait mouche parce que vous avez une espèce d'occupation, on va dire, du territoire côté soviétique qui est son territoire, et elle est venue un petit peu taper dans les chevilles de Monsieur Reznov. Le Russe qui décide de faire un bâtiment commandant des fusiliers spéciales. Alors il faut savoir quand même que donc dans la tech russe, vous allez pouvoir faire, donc vous avez le T0, vous allez pouvoir faire un T1 ou un T2, ensuite un T3 qui est obligatoire pour accéder au T4. Il est important de savoir que pour accéder au T3, donc le bâtiment des véhicules légers, il donne accès au half-track, au canon Su-76 et au T-70. Il faut savoir que pour avoir accès à ce bâtiment-là, il est nécessaire d'avoir fait un bâtiment T1 ou T2. On voit également que le soviétique a décidé de faire une pharmacie, ce qui est très très pertinent quand vous faites un démarrage T0. Démarrage T0 qui va peut-être commencer à trouver ses failles parce qu'on peut voir qu'en termes de capacité numérique, Viktor commence à avoir un certain ascendant. On peut voir qu'il y a une certaine manière de jouer paquet quand même les soviétiques. Et alors il est intéressant aussi de noter sur cette église que vous voyez, vous n'avez pas de fenêtre de ce côté-là. Et que dans cette église-là, les modèles ne montent pas sur le clocher. Donc quand vous vous mettez dans cette église-là, en fait, vous allez avoir de la portée ici, vous allez avoir de la portée ici, mais pas du côté des ouvertures. Donc c'est valable dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Donc c'est intéressant pour venir taper l'étoile, pour venir contrer cette partie-là, mais ce n'est pas intéressant pour venir contrer un push, ici ou ici. Alors il faut savoir que comme toutes les unités, les recrues sont un petit peu plus efficaces à courte portée par rapport à des grenadiers. Alors on peut voir par contre que l'adversaire ne joue pas forcément intelligemment ses couvertures, ce qui lui a valu perdre pas mal de modèles. Vous avez vu, il a essayé de rush avec justement des recrues au CAC, et en fait ça lui a valu la perte de modèles.
Viktor Reznov a passé sa première phase de bataille, ce qui lui donne accès à l'amélioration des MG42 pour ses fantassins, et surtout accès aux grenades à fusil. Les grenades à fusil sont extrêmement intéressantes pour justement déloger quelqu'un qui se situe à une couverture. Le Russe qui était parti de 0 décide de renchérir un petit peu son armée de renforcer son armée avec un bataillon disciplinaire qui équipe assez vite en PTRS, je pense, pour essayer de contrer potentiellement un véhicule léger. Le T0 s'est vite essoufflé. C'est vrai qu'il a tout back d'un coup. Hein. C'est vrai qu'on a un adversaire soviétique quand même qui joue relativement paquet et qui fait pas toujours attention aux couvertures. L'amélioration MG42 légère fait très mal face à l'infanterie et il a tout à fait raison d'améliorer ces unités là. Par rapport à un T0, je ne vous conseillerais pas forcément de faire un spam MG42, mais juste de vous contenter un petit peu d'améliorer vos unités justement en leur donnant accès à des MG42 légères. Le soviétique s'en sort avec beaucoup de chance parce qu'il ne lui reste plus qu'un seul modèle dans sa section de disciplinaire, du coup qui a pas vraiment fait de dégâts parce qu'il a fait 1 kill pour 5 modèles perdus. C'est vrai que le soviétique a quand même perdu beaucoup de modèles. Alors j'en ai jamais parlé, mais c'est un petit tips qu'il faut acquérir surtout en joueur contre joueur, c'est de créer justement un petit bunker avec les soldats de génie ou les grenadiers dans votre base en fait pour vous donner accès aux soins. Ce bunker là vous le créez et ensuite vous allez l'améliorer avec un centre de soins pour 60 de munitions. Et en fait ça va vous permettre du coup d'avoir une pharmacie dans votre base et du coup quand vos hommes gagnent des modèles, et ben vous allez en même temps pouvoir leur redonner de la vie. Le soviétique attaque très intelligemment le point de cut et cherche justement à essayer de contester rapidement la possession du carburant et des munitions. Monsieur Reznov a quand même pris un certain ascendant en venant poser sa MG sur l'étoile qui est censée, on va dire entre guillemets, être soviétique. Il en a profité pour prendre les munitions. Donc, ce qui fait que là, Victor a beaucoup de munitions. Alors, même si là, ça se voit plus trop parce que justement le point de cut a été là, mais ça a donné une certaine supériorité en termes de munitions à Victor, qui du coup va pouvoir équiper ses grenadiers plus facilement, et on peut voir que le soviétique n'a toujours pas débloqué les grenades anti-char. La seule unité anti-char qu'il a, c'est justement l'échelon arrière en pack de PTRS. Il utilise intelligemment sa mitrailleuse MG42 pour pour essayer de capturer ce territoire. Alors, seul défaut que je peux lui retrouver, c'est que c'est dommage, il a des couvertures juste là, mais il décide de mettre le servant de l'AMG non pas à cover. Il faut savoir que vous soyez une section de support ou pas, le fait de ne pas mettre votre servant de l'arme à cover va augmenter la chance que le servant en fait prenne tout simplement une mauvaise balle. Un mortier de 120 est sorti de la part du soviétique, donc le mortier de 120 c'est une unité vraiment très puissante. Il faut savoir que du coup, bon, pourquoi un mortier de 120? Tout simplement c'est le HM38 qui tire des obus de 120 mm. Qui comprend le tir de barrage de mortier qui est très efficace, le tir de barrage d'obus fumigène, et ainsi que comme tous les mortiers russes, il dispose de la fusée éclairante, donc qui a une capacité à pouvoir exercer une petite reconnaissance. Mine très intelligemment posée de la part du soviétique qui pose une mine T-70, et mortier joué très proche de la base. Je pense qu'il avait un petit peu peut-être le projet de taper dans la base. Vous voyez que, comme je vous dis, cette maison-là a de la portée. Vous voyez qu'il y a une deuxième mine ici qui a été posée. Et vous voyez le premier obus de mortier de 120 qui vient de taper. Le soviétique décide de faire un deuxième mortier de 120, ce qui est une prise de risque assez conséquente, parce que vous allez justement perdre beaucoup de mobilité avec les mortiers comme ça. Sachant qu'il faut savoir qu'un mortier est déjà drôlement efficace. L'AMG 42 qui essaye justement d'aller un petit peu chercher ce point de cut là pour essayer d'empêcher un petit peu l'arrivée des ressources ici, et pourquoi pas proposer un raccordement avec le carburant. Le mortier de 120 qui avait été beaucoup trop avancé sur la carte tout simplement pour le rôle qu'il a en tant que défensif, et la mine T-70 qui fait très mal parce qu'elle tue deux modèles de Panzer Grenadier, donc c'est des modèles qui coûtent relativement cher. On voit que le soviétique est quand même beaucoup dans sa base, il perd beaucoup de modèles, et il a tendance, c'est un petit peu une bataille de gens paquets, hein, parce que vous voyez, hein, il envoie tout d'un coup, et c'est un peu chacun envoie tout d'un coup.
Beaucoup de chance de la part de Monsieur Resnov. Ah bah non, j'avais dit, il se prend la mine et ça va l'inciter, je pense, à faire assez vite un démineur. La MG34 fait toujours le café et continue de capturer en haut. Et on peut voir que là, Victor est en double fuel et ça se voit dans les acquisitions de ressources, dans le sens où il est en plus 36 et en plus 47 en munitions, contrairement à son adversaire qui est en plus 10 et plus 16. Ça s'explique parce que certes il a le territoire ici, donc il a le dépôt de munitions, mais derrière, il n'a pas de quoi relier les deux. Là, on vient de voir que ce territoire a été capturé, donc en fait il ne touche plus de munitions et on l'a directement vu dans les stats. Alors, petite astuce aussi que j'ai trouvé assez sympa de sa part, c'est d'avoir utilisé un half-track qui a cette capacité justement de recharger les unités, et c'est assez intéressant. Et je trouve que le fait de l'avoir utilisé permet d'avoir justement une plus grande efficacité face justement à une doctrine très infantrinale du côté du soviétique. Pourquoi? Parce que le soviétique, lui, n'a pas de quoi se surcharger et il est obligé à chaque fois de retourner dans sa base. Victor a pris le parti pris de aussi partir infanterie, sauf que lui, vu que derrière, si vous voulez, il n'a pas besoin de retourner systématiquement dans sa base pour surcharger, il reste présent sur le territoire et il reste extrêmement agressif. Récupération qui se fait du territoire, et on voit quand même que le soviétique n'est pas dans une situation très confortable. Il y a déjà cette espèce de dynamique de la vague. Il vient, il repart, il revient, il repart, il revient, il repart, et du coup il perd beaucoup de temps, il perd une espèce d'agressivité qui du coup qui ne profite pas à son démarrage T0. Alors même s'il a récupéré l'essence, toujours cette histoire de point de cut qui empêche l'approvisionnement de ressources. Donc ce qui fait que on peut s'attendre à un blindé beaucoup plus rapidement chez Victor que chez son adversaire. Il a quand même décidé de faire des Shrek, donc équiper ses Panzer Grenadiers en Panzer Shrek. Alors moi je suis pas très partisan de cette technique parce que je trouve qu'on perd toute l'efficacité des Panzer Grenadiers. Après c'est vrai que derrière il a 3 unités d'infanterie. Donc ça peut, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de partir là-dessus. Surtout qu'il y a dans l'ensemble quand même, c'est des grands espaces, ça permet peu du contact au corps à corps, à l'exception de ces petits détails où il y a moyen de cacher justement un Panzer Grenadier derrière. C'est quand même beaucoup de distanciel, beaucoup de combats au milieu des champs de patates entre guillemets, et du coup vous êtes en fait un peu obligé de partir sur quelque chose qui vous offre justement de la distance, comme les grenadiers, parce que les grenadiers ont quand même la capacité de gérer convenablement à distance. Alors, Victor profite pour capturer, et vous voyez le but de mortier de 120 qui a fait extrêmement mal, qui a quand même snipé, qui a pas snipé, mais qui a quand même tué 3 modèles sur toute la section entière. Je pense que le russe a vérifié, mais il n'a pas encore tech les grenades anti-char, donc il n'a pas moyen de counter le half-track avec ses recrues. Ce qui est vraiment dommage, parce que moi j'aurais tendance à vous dire justement de profiter du T0 pour tech justement les grenades et avoir cette puissance anti-char, notamment avec les recrues. De toute façon, je conteste plus ou moins le fait quand même que l'adversaire soviétique a décidé de partir sur un T1. Parce que je trouve qu'un T1 c'est très orienté infanterie et donc vous n'allez pas forcément être complémentaire à votre démarrage en T0. Donc le double mortier de 120 qui fait vraiment très mal, qui fait très mal, surtout qui fait très peur. Parce qu'il y a peut-être plus de psychologie que de réalité derrière, mais qui fait très mal, qui fait très peur, parce que vous avez une espèce de bombardement continuel sur une zone, ça wipe beaucoup d'unités parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc c'est relativement puissant psychologiquement parlant. Même si c'est quand même des dégâts de zone, il le joue avec une certaine distance, donc je garantis pas l'efficacité totale du mortier. Le T0 qui a quand même un petit peu du mal à se démarquer. Donc ça c'est vraiment ce que je peux reprocher aux soviétiques, c'est le fait d'avoir parti T1, qui fait qu'il n'a pas réussi à démarquer son T0. Surtout qu'en fait, ce qu'on peut aussi encore contester, c'est que il a décidé de faire des PTRS, mais avec sa doctrine, il a accès aux fusiliers de la garde. Il faut savoir que les fusiliers de la garde, ils sont équipés de base en fusil PTRS, ils ont une capacité pour
neutraliser, amoindrir l'efficacité d'un blindé allemand. Mais c'est surtout que derrière, ils ont en plus des fusils PTRS la possibilité d'être améliorés avec des DPD. J'ai pas de bêtises. Ou des... Oh, il faudra peut-être qu'on aura le nom tout à l'heure. Mais ils ont la capacité de pouvoir être améliorés. Et être améliorés notamment avec des armes anti-infanterie. Donc vous avez une unité plus polyvalente qui peut un petit peu remplir ce rôle d'anti-char, parce que bon, certes, ils ont un petit peu plus de fusils anti-char. Si je compte bien, ils ont 2 fusils anti-char, donc un petit peu plus que des troupes de la garde. Mais derrière, ils ont une capacité anti-infanterie finalement qui est moindre. Donc, est-ce que vraiment c'est intéressant d'être parti là-dessus? Pour moi, il y a beaucoup de choses à en redire. Alors, ce que je remarque quand même, c'est sur ces 2 mortiers de 120 qui ont une efficacité redoutable sur cette partie, parce qu'en fait j'ai l'impression que quand ils sont postés justement comme ça au milieu, ils ont une espèce de capacité à pouvoir plus ou moins voir toute la carte. Et on peut le voir parce que le mortier est actuellement en train de tirer sur le carburant, qui se situe finalement presque dans la diagonale. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain avantage à jouer justement au mortier de 120 sur cette carte, qui serait justement de pouvoir avoir cette espèce d'ascendant par rapport à l'adversaire. Alors comme je l'avais prédit, Victor a fait un Panzer IV très tôt, et du coup on se retrouve avec un P4 face à un adversaire qui a certes un double PTRS mais qui n'a aucun AT, aucune capacité anti-char au-delà de ces unités d'infanterie là. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu comment va se prendre l'ascendant. Même si je pense que le P4 risque de faire très mal, parce que je trouve que le P4 a une petite capacité quand même à pouvoir justement un petit peu wipe les unités d'infanterie. Le half-track qui joue un petit peu planqué, mais qui a quand même réussi à passer vétéran, alors que Victor l'a joué justement de façon à être très très défensif avec ce rôle de support. Le P4 justement qui, comme je vous l'ai dit, vient de wipe une section d'ingénieurs. Donc on voit un petit peu l'efficacité de ce P4 qui se marque et qui vient justement de faire tomber 2 modèles supplémentaires, 3 modèles d'une section de PTRS. Donc vraiment le P4 qui n'a plus de preuves à faire et qui a une très bonne capacité anti-infanterie, je trouve. Et donc du coup c'est vrai que être parti PTRS c'est intéressant pour counter un 2-2-2, pour counter un half-track, mais peut-être moins pour counter justement un P4 ou un Nosvine. Encore un Stug on peut counter assez facilement, parce que c'est vrai que par contre le Stug n'a pas vraiment de capacité selon moi anti-infanterie. Le soviétique qui étouffe un peu quand même, puis tout à l'heure on peut voir un certain ascendant selon moi de la part de Victor. Surtout que le soviétique en fait qui joue pas forcément intelligemment ses mortiers, qui a décidé de faire 2 mortiers, donc très peu de mobilité, qui back beaucoup à sa base, qui vient quand même de faire son bâtiment pour débloquer les T-34, et notamment, comme je vous l'ai dit, les T-34-85, qui ont par contre à noter l'ascendant quand même sur les blindés, et qui n'a toujours pas les grenades anti-char. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur les grenades anti-char? Parce que c'est ce qui peut vous permettre d'immobiliser un véhicule, et c'est ce qui peut vous permettre aussi de prendre l'ascendant dans un combat, ou d'aller chasser un véhicule, ou d'empêcher ce véhicule d'aller chasser vos unités. Ça peut être très intéressant dans un P4 endommagé, parce qu'il faut savoir que les blindés moyens et blindés lourds ne prennent pas la grenade et sont immobilisés directement. Ça nécessite d'avoir une certaine perte de vie, mais c'est intéressant de justement envoyer sur un véhicule qui a été endommagé une grenade anti-char pour éviter que ce véhicule en fait vienne tout simplement à chasser vos unités, donc aller suivre jusqu'à la base en espérant les wipe. Chose qu'il aurait pu s'amuser à faire avec le P4 quand l'unité de recrue s'est barrée. Donc P4 quand même déjà à 8 kills et pour très peu de temps de présence. On a quand même un T-34-85 qui vient arriver et qui je pense va essayer un petit peu de deal, d'assurer le combat avec le P4. Mine très intelligemment posée qui devrait justement un petit peu interrompre ces pushs. Alors, à noter quand même qu'il y a 2 mines et que c'est très dangereux de tirer sur vos mines avec vos mortiers, parce que ça peut les déclencher. Même si c'est vos mines alliées, vous pouvez les déclencher avec un tir de mortier. On voit que l'adversaire a eu un petit peu l'ascendant sur les munitions, mais que l'ascendant du full est toujours en faveur de Victor, qui va pouvoir bientôt faire un deuxième P4.
il a l'essence pour. Alors une espèce de concentration hein, d'unité là qui se fait sur une unité de grenadier qui devrait justement se prêter à l'attaque. Je pense qu'il va envoyer son P4 en essayant de supporter justement cette unité là, mais il va être exposé justement face à un T34. T34 qui va pouvoir être difficilement counter seulement par le P4, mais qui va peut-être pouvoir être plus facilement counter par le P4 plus les Shreks. Gélie d'assaut, Gélie qui capture les munitions et un petit peu hein, ce rapport de force hein, quand même qui est en faveur du russe. Russe qui joue ses PTRS ensemble, certes, mais qui n'a aucune efficacité anti-char avec. Hein, je trouve. On a des PTRS quand même 11 kills, donc c'est pas mal, mais je trouve que par rapport à une recrue, on n'a pas cette efficacité anti-char. Alors, char qui doit se méfier quand même des Shreks qui font très mal et qui peuvent surtout être doublés derrière par un Panzerfaust. Parce que quand vous allez mettre un Panzerfaust, un véhicule justement qui est amoché de cette manière-là, vous allez en fait tout simplement pouvoir neutraliser le moteur du véhicule. Donc P4 qui a fait un rush sur le T34, P4 qui aurait pris l'ascendance qui n'avait pas eu justement ces mines là, et ces mines en fait finalement qui renversent un petit peu ce combat. C'est vraiment propre, hein. C'est vrai que la mine a fait quand même son efficacité, même si je suis pas partisan de cette technique. Et le soviétique justement qui a utilisé l'option marquage de véhicule pour justement assurer l'ascendant dans le challenge et rendre ce P4 en fait totalement pénétrable par les obus du T34-85. Alors si je dis que je suis pas forcément fan de la technique des doubles mines, parce que pour moi elle n'a pas forcément d'efficacité. Il faut savoir qu'une mine peut en déclencher une autre. Et du coup si vous mettez deux mines à proximité, vous allez pouvoir déclencher les deux mines. Et si vous avez justement une unité d'infanterie qui est naturellement de base espacée, c'est-à-dire que les deux premiers modèles vont déclencher toutes les mines et vous n'allez pas forcément wipe toutes les unités. Par contre, ce qui peut être intelligent, c'est en effet de mettre deux mines, et peut-être une ici, et puis une ici, ou une ici, et une ici. Parce que quand il va se prendre une mine, il va avoir tendance à décaler son unité, et vous allez en fait, vous allez le piéger un petit peu entre guillemets. Alors, grenade très intéressante, mais qui aurait peut-être dû être envoyée un petit peu plus sur le bac de l'unité, justement, pour essayer de profiter du fait qu'elle back. Parce qu'il faut savoir que quand une unité back sur son unité rose, pendant un court laps de temps, vous allez avoir l'unité en fait qui va se regrouper en un point sur une unité puis avant de se dispatcher. Et si vous avez un bon timing, vous allez pouvoir profiter de ce regroupement pour envoyer une grenade et du coup éclater toutes les unités. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux choses qui rentrent en compte. Il y a la couverture qui influence sur l'efficacité de la grenade, mais il y a aussi la concentration des unités. Si vous avez une unité qui est beaucoup plus concentrée, vous allez avoir une grenade beaucoup plus efficace. Par exemple, si vous envoyez une grenade de fusil ici, vous allez être très efficace. Parce que 6 modèles étaient sur une toute petite zone. Par contre, à côté, ici, vous allez déjà avoir une espèce de plus grande amplitude entre chaque bonhomme. Et du coup, vous allez avoir une plus grande complexité à pouvoir faire intelligemment mouche avec votre grenade. Un Stug a été sorti de la part de Victor qui essaye un petit peu, je pense, de contrer ce T34. Stug qui boost sur le T34-85 et qui va être appuyé par les Panzer Grenadiers qui ont ces boosts justement, ce passif de boost de vitesse hein, quand il est à proximité d'un véhicule. Alors faut vous méfier avec le Stug parce que ça se joue un petit peu comme un pack. Ça a quand même cette capacité à pouvoir mieux résister face à l'infanterie parce que une infanterie régulière ne va pas vous faire de dégâts. Mais par contre, derrière vous avez un petit peu ces mêmes contraintes hein, qui sont tout simplement hein, le canon sur caisse. Donc vous n'allez pas être en mesure en fait tout simplement de pouvoir avoir une rotation rapide de votre canon et une certaine capacité à pouvoir counter plusieurs chars. Le soviétique décide de faire un Katyusha, c'est un choix très pertinent. En effet, le Katyusha, si vous le jouez intelligemment, vous allez avoir cette capacité de wipe. Là où je peux revenir encore sur le critique de la choix soviétique, c'est qu'il a décidé de faire un Katyusha alors qu'il a déjà 2 mortiers de cendres. Donc on se retrouve avec 3 unités d'artillerie, un seul blindé. Sachant qu'en plus, il faut savoir que le T34 a quand même une certaine capacité à pouvoir gérer l'infanterie. Donc peut-être qu'il aurait été plus intelligent de faire un deuxième T34 pour essayer de continuer à gérer l'infanterie. Stug qui a vraiment du mal, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Stug qui a vraiment du mal à pouvoir deal hein, avec le T34 et qui souffre vraiment. Un Osvine est sorti de la part de Victor, donc l'Osvine qui a une très bonne capacité d'infanterie lui aussi.
Stug qui n'a l'air de pas avoir la vue sur le T34 et qui va devoir se précipiter de retourner chez lui parce que en fait il va être menacé tout simplement par ces unités là. Donc vous voyez, donc ces unités là qui ont quand même une capacité anti-char, mais si vous jouez bien votre blindé, il va pas être en mesure justement de vous mettre incartable. Parce qu'il faut savoir que les unités de PTRS, elles ont la capacité justement ce qu'on appelle de mettre incartable. Donc c'est une charge explosive anti-véhicule. Donc vous la lancez et en fait elle se colle au véhicule et en fait 2 cartables tuent un véhicule type P4 ou Oswald ou Stug. Donc vous allez en fait, et puis alors au-delà de ça, vous allez aussi supprimer le moteur. C'est-à-dire que quand la charge explosive saute, vous allez avoir cette icône qui vous indique que votre moteur est détruit et qu'il faut réparer le véhicule pour récupérer toutes les capacités de mobilité qu'avait le véhicule auparavant. Alors recrues qui souffrent encore plus face aux Oswald et recrues qui n'ont toujours pas ces grenades anti-char. Et c'est là où je retourne un petit peu sur ce côté-là, mais c'est dommage de ne pas avoir tech les grenades anti-char et de ne pas être parti en fait troupe de la garde. Moi je pense vraiment que ce qui aurait été plus pertinent, vu qu'il est parti avec cette doctrine-là, c'est plutôt de partir troupe de la garde. Surtout que troupe de la garde, ça coûte 40 de plus, mais ça a une efficacité quand même nettement meilleure face à l'infanterie. Vous partez troupe de la garde qui vont renchérir un petit peu vos recrues, d'accord? Vos recrues, vous faites les améliorations pour avoir les grenades anti-char, pour que justement les troupes de la garde fassent tomber les premiers modèles les premiers HP, excusez-moi, parce que j'ai vu que le modèle est tombé directement par un shot justement. Donc les troupes de la garde exercent en fait les premiers dégâts sur les véhicules et en fait vous allez finir par renchérir finalement votre dégât par une grenade AT qui va neutraliser le véhicule et qui va laisser la possibilité aux troupes de la garde de pouvoir chasser ce véhicule là. Parce que le problème qu'il a eu tout à l'heure selon moi, c'est que derrière vous avez en fait le véhicule qui peut s'en aller parce que il n'a aucun moyen, du moins de stunt, de ralentir le véhicule et du coup le véhicule se prend quelques jours puis il s'en va. Alors je sais pas si vous avez eu le tir de Katyusha en même temps qui s'est réalisé. Alors tir de Katyusha qui n'a pas forcément été très efficace. Pourquoi? Parce que le Katyusha, c'est simple, vous allez avoir un rayon maximum, mais plus vous tirez proche, et plus vous allez être concentré. Et plus vous allez être concentré, plus vous allez faire mouche. Parce que vous allez avoir beaucoup plus de roquettes dans une petite zone, et du coup si votre tir est précis, votre tir est plus précis, donc vous allez faire plus de dégâts à une zone concentrée, et du coup vous allez avoir cette capacité de wipe. Donc pour moi, selon moi, c'est beaucoup plus intéressant de jouer un Katyusha avec une certaine proximité de la cible, que de le jouer justement avec cette distance. Alors, Victor a envoyé ses mineurs jusqu'ici un petit peu pour voir s'il n'y avait pas des mines T70 et je vois qu'il a posé justement une mine Taylor ici qui est relativement intelligent parce que ça reste quand même un point de passage, même si je préconiserais plutôt de la placer ici ou de la placer ici parce que vous avez plus de chances que le véhicule passe ici pour contourner l'église. Là, il l'a placé devant l'église, donc il n'y a que ce passage là entre guillemets qui devient une option pour le véhicule. Plus vous allez mettre justement un carrefour avec des possibilités de passage, plus votre mine a des chances d'être efficace. Alors, le Russe justement utilise cette capacité d'auto-réparation des véhicules pour ne pas mobiliser ses génies, ce qui peut être assez intéressant, mais ce qui n'est pas forcément justifié ici, parce que vous allez quand même utiliser 35 de munitions quand vous allez être en mode auto-réparation. A noter en plus que quand vous êtes en auto-réparation, vous perdez toute capacité d'efficacité au combat. Le véhicule devient totalement inefficace. Véhicule qui passe quand même V2 avec tous ses kills. On peut voir quand même que le Oswald a fini par tomber du côté du Wehrmacht et le Stug. Alors il faut quand même dire que ces 30-34 ils sont un peu des 34 de malheur parce que l'adversaire a quand même de la chance. Il a fait qu'un seul T34 depuis tout à l'heure et avec un seul T34 il a réussi à se faire un P4. Alors ça c'est aussi grâce à l'aide des mines. La chance, il a réussi à se faire un P4. Il a réussi à se faire un Oswald et il va réussir finalement aussi à se faire comment on appelle ça,
un Stug, enfin même si le Stug n'est pas totalement mort. Alors ça c'est la petite mine qu'a posé tout à l'heure le Half-Track, c'est la mine Mine 42, donc c'est des petites mines qui ne coûtent pas très cher, 30, et en fait qui permettent justement d'avoir un petit peu près ce même rôle hein, que les mines de l'OKW, donc c'est-à-dire de pouvoir neutraliser les véhicules et également les unités d'infanterie. Alors, on a enfin l'arrivée des troupes de la garde, peut-être un petit peu tardivement, surtout que l'unité n'est pas vétéran. Alors, donc fusilier de la garde, excusez-moi, donc il peut être amélioré avec des fusils mitrailleurs d'épée, donc contre 75 à munitions. Donc c'est un petit peu pour moi, selon moi, l'équivalent de la MG42 légère hein, chez les soviétiques. Donc vous allez avoir une excellente efficacité au combat avec ça. Sachant à noter quand même que de base, vous pouvez voir qu'ils sont équipés de... Ah non, non, j'ai rien dit, ils sont aussi équipés de 2 fusils PTRS, donc c'est beaucoup plus intéressant en fait que les bataillons disciplinaires, parce que les bataillons disciplinaires ils vont compter certes que 200, mais derrière vous allez devoir équiper pour 60 de munitions des fusils PTRS, alors que là ça coûte, enfin excusez-moi, ça coûte 300 pas 200, là ça coûte 340, donc ça coûte 40 de manpo de plus, mais derrière avec ces 40 de manpo de plus vous allez économiser l'investissement en fusil PTRS, vous allez avoir la capacité, alors ça s'affiche pas encore, mais quand il passe vétéran, de pouvoir stunt partiellement les véhicules, donc c'est extrêmement intéressant. Et pour finir, vous avez la capacité de pouvoir améliorer avec des fusils d'épée, qui donnent en plus cette capacité anti-char. Donc on est vraiment sur une infanterie qui a une plus grande polyvalence et qui a une plus grande efficacité que son homologue hein, non doctrinal. Donc je trouve ça un petit peu bête d'avoir joué ainsi du côté soviétique. Alors, P4 a l'air d'être moins greedy hein, depuis qu'il s'est pris une salve de mine. Donc je pense qu'il y aura plus cette chasse hein, qui va avoir lieu parce que je pense que Victor se méfie maintenant hein, des doubles mines qui a eu raison de son P4. Donc on peut voir un petit peu les tableaux de score, c'est vrai que je n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais on ressent hein, cette dominance territoriale hein, de la part de Victor hein, dans cette partie-là. Où vous pouvez voir quand même qu'on est du 86 points pour 410 points côté soviétique. On peut voir encore que le T34 a encore survécu, je ne sais pas si vous avez vu, mais le P4 a boost 2 fois, donc il a boost 2 fois, donc c'est assez conséquent. Donc le T34 finit encore par s'en sortir, il continue à passer ses galons. Le P4 continue un petit peu à faire mouche hein, sur les unités d'infanterie, et toujours un petit peu comme avec la même logique que la grenade, si vous êtes plaqué, évidemment, que l'obus du P4 va être beaucoup plus efficace. Donc il y a un peu ce conseil que je peux vous donner là, c'est quand vous allez jouer face à un P4, la couverture importante, mais c'est de trouver une couverture qui va permettre d'aligner vos hommes, qui va pas les paquer. Parce que si vous paquez vos hommes, un tir de P4, même derrière une couverture, peut être fatidique. Les unités, hein, qui même avec la MG34 hein, coaxiale hein, que vous pouvez équiper hein, sur le dessus du P4, donc la MG42 sur pivot, qui a une certaine capacité, non pas forcément de wipe, mais comme vous avez vu, de pouvoir atténuer progressivement hein, la vie des troupes. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est vraiment très utile. Sachant aussi que cette MG42 sur pivot elle a une certaine capacité anti-aérienne. C'est-à-dire que quand vous allez avoir cette génération d'équipés, vous allez pouvoir justement chasser un petit peu les avions. Et donc vous allez avoir un petit peu pouvoir réaliser un petit peu le rôle de cette attaque. Alors même à noter que quand même de base chez les Wehrmacht, le véhicule qui est préconisé on va dire pour réussir justement à contrer les avions, c'est plutôt justement le 222. Mortier de 120 qui s'en sort avec 2 modèles. Alors faut savoir quand même que sur le mortier de 120 vous avez la particularité de pouvoir s'en sortir qu'avec un seul modèle. Le mortier de 120 qui s'en sort avec 2 modèles et qui s'en sort surtout avec un pet de vie. Donc je pense que là Victor Azov il a un petit peu les boules, vous voyez, parce que les T34 s'en sortent avec un pet de vie, les mortiers de 120 s'en sortent avec un pet de vie, mortier de 120 en plus vétéran 2, donc qui a beaucoup plus de capacité, qui a beaucoup plus de précision. À vérifier, je suis pas sûr, mais possible que comme les obusiers, il est un obus de plus par salve. À voir, est-ce que la fréquence de tir est augmentée? Je pense par contre que le cooldown entre chaque barrage est diminué quand on le passe on le passe quand il passe vétéran. Faust qui a été lâché justement sur le véhicule et donc qui a endommagé critiquement
au niveau du canon et au niveau du moteur. Stug qui a essayé de rush un petit peu les T-34 mais qui n'a pas réussi à mettre un seul obus. Et Stug quand même V2. Hein. Stug V2 donc c'est propre et donc le T-34 V2 toujours qui s'en sort. Hein. Et c'est deux T-34 hein, finalement qui s'en sort continuellement avec un pet de vie. Stug qui doit se méfier parce que son blindage arrière, enfin à partir de la moitié de son blindage, bah, il est très fragile. Et ce serait dommage de perdre un Stug V2 quand même. Surtout que là le joueur lui bloque naïvement dessus parce que vous pouvez voir qu'il emmène en fait une recrue qui a rien à foutre ici et qui était juste dans le paquet. Adversaire soviétique qui décide de refaire encore une troupe de la garde et je comprends pas hein, pourquoi ce réveil c'est si tardif. Surtout qu'il est intéressant de noter aussi que là à ce stade de jeu vous allez avoir plusieurs choses qui rentrent en compte. Alors certes vous allez avoir l'importance d'avoir une unité qui propose telle polyvalence ou telle polyvalence, mais vous allez aussi avoir l'importance d'avoir une unité qui est des galons de vétérans pour avoir plus d'aptitude et surtout plus d'efficacité au combat. Alors je vois qu'un panthère a été sorti du côté de Viktor Reznov qui décide de aller chasser justement les T-34 et qui a le premier T-34 avec un obus, enfin la fin du ricochement de tous les obus et la partie qui se termine là-dessus où l'adversaire soviétique va justement s'arrêter là-dessus. Il va donc Viktor Reznov qui a quand même un certain ascendant sur les points de victoire, un ascendant assez marqué, qui a eu un petit peu de malchance avec ses T-34. Adversaire soviétique qui a eu du mal à mettre des cartables parce que vous voyez il n'a pas les munitions. Adversaire soviétique qui pour moi n'avait pas la bonne stratégie, qui a décidé de faire un T1. Pour moi quand vous partez T0, il est plutôt conseillé de partir ensuite T3. Enfin T2 excuse-moi. Pourquoi? Parce que avec le T2 vous allez avoir des MG, vous allez avoir des AT et des mortiers. Vous allez avoir cette mobilité que vous n'avez pas, vous allez avoir ce support que vous n'avez pas avec le T1, le T0 justement. Ce que vous allez avoir comme avantage avec le T1 justement, c'est de donner de la mobilité. Le T1 il a quoi? Le T1 il a les disciplinaires, il a le véhicule léger de reconnaissance à Skoukar et il a surtout le sniper. Ça c'est beaucoup de mobilité. Vous n'avez pas intérêt à jouer la mobilité si vous avez déjà de la mobilité offerte par votre T0. Par contre, là où vous avez intérêt, c'est d'aller sur un T2 pour donner ce support, pour justement donner ces maximes qui vont parfois coucher l'infanterie et ainsi de suite. Surtout que vous avez vu que là, vite fait on a fait l'équation, faire des bataillons disciplinaires quand vous partez une doctrine avec une troupe de la garde n'est pas intéressant. Parce que les bataillons disciplinaires n'ont pas assez d'avantages par rapport aux troupes de la garde. D'accord? Alors, ils ont l'avantage du cartable, c'est sûr, mais pour quelle contrepartie? Vous voyez? Ils ont l'avantage du cartable, mais il n'a pas réussi à le mettre. Parce que le cartable anti-véhicule, quand même, faut le noter, il coûte relativement cher. 35 de munitions, c'est quand même un prix. C'est un peu plus cher qu'un Faust. Il n'a pas l'amélioration d'épée, donc cette espèce de MG42 légère côté soviétique. Donc il n'y a pas tout ça. Donc finalement, je me remets un petit peu en question cette stratégie, disant ben, il a fait partir une doctrine qui lui propose plus de mobilité, mais il a parti sur une stratégie de mobilité avec une tech de mobilité. Donc il a joué beaucoup trop la mobilité, il n'y a pas eu cette espèce de rapport de force entre un petit peu de support, un petit peu de mobilité, un petit peu de tank. Et finalement, ces troupes PTRS, elles ont pas fait grand chose sur cette partie-là. Elles ont été là, elles ont menacé, mais elles n'ont pas été efficaces. Et c'est vrai qu'une recrue améliorée avec les grenades anti-char était tout aussi intéressante au début, parce que un T-34, il aurait pu plus facilement peut-être chasser les véhicules, parce que avec les recrues, vous pouvez faire un hurrah, et avec le hurrah, justement, vous allez pouvoir rusher les véhicules, et quand vous allez rusher le véhicule avec grenade AT, le véhicule est neutralisé, il est affaibli, et c'est là où vous allez pouvoir le finir avec un T-34. Donc on voit quand même hein, ces ratios, hein, les grenadiers hein, qui ont été monstrueux chez Victor, ce ratio un petit peu de rapport de force normal, hein, quand même 145, 103, c'est ce qu'on trouve classiquement pour une partie équilibrée pour ces factions-là. Hein, le Wehrmacht aura toujours tendance à avoir un tout petit peu plus de kills que de morts. Et le soviétique, ben voilà, un soviétique tout simplement, pas besoin de vous dire plus de choses. Les unités donc les dégâts infligés, hein, on a quand même une espèce de supériorité hein, de la part
de Milena qui a fait quand même beaucoup de dégâts sur les T-34, qui a pas réussi à les achever. Peut-être que ça manquait d'impact. Après, il y a eu essayé d'avoir justement un petit peu comment dire, ce Stug qui a essayé, mais qui a vraiment fait que de la merde, entre guillemets. Ça, il peut pas le choisir. Donc, on peut voir un petit peu le valeur d'armée. Hein. Donc, on voit hein, ce T0 hein, qui reste quand même relativement agressif parce qu'il essaye de longer un petit peu cette croissance hein, de la part de la Wehrmacht. Cet ascendant qui est pris ici, parce que si je ne dis pas de bêtises, il a dû se prendre beaucoup de coups de mortier de 120, il a dû perdre quelques unités de grenadiers. Puis l'arrivée hein, du P4, l'arrivée du T34, la chute du P4, l'arrivée du Stug, de l'Oswein, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez avoir un petit peu l'arrivée des blindés, on le voit comme ça ici. On peut voir quand même cette espèce de rapport de force, rapport d'armée qui était quand même assez efficace. Après, on peut, ça c'est des graphiques. Moi, je remets quand même en question aussi le fait d'être parti double mortier de 120. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Je pense qu'au lieu de faire 2 mortiers de 120, il aurait dû faire un mortier de 120 et peut-être une Maxime. Ou 3 troupes de la garde. Pas jouer forcément ensemble, mais avoir cet ascendant par rapport au Wehrmacht. On a donc, voilà, on a les Panzergrenadiers qui ont quand même fait beaucoup de dégâts. De toute façon, les Panzergrenadiers sont très très efficaces. Et qui ont quand même reçu beaucoup de dégâts. Hein. Les bataillons de disciplinaires sont quand même une unité d'infanterie assez intéressante, même si c'est cher pour ce que c'est. Comme je vous ai dit, par rapport à les troupes de la garde doctrinale, cette infanterie doctrinale, ça se négocie. Le Panther qui a ramassé les miettes. 2 P4, du coup, 2 P4 qui ont été faits, qui n'ont pas forcément fait beaucoup de kills, c'est surprenant. Qui n'ont pas forcément fait beaucoup de dégâts. Après, ils ont quand même wipe. Le Flak qui a été présent, mais qui a été assez vite counter par le T34. Le Half-Track qui a eu ce rôle de support, hein, et puis finalement ce Stug qui est quand même passé V2.